Eleanor Catherine Marsh était assise dans la calèche de Rowan depuis 1h58. Elle décida alors qu'elle n'attendrait pas une 59e minute. Elle ne pleura pas. Elle n'envoya pas un deuxième mot par les grandes portes pour s'enquérir du retard. Elle ne lissa pas sa jupe pour la 10e fois. Elle ne fit pas semblant que l'attente ne la blessait pas, comme une femme est censée le faire le matin de son mariage. À la place, elle ouvrit la montre de son père, celle en argent simple avec le boîtier rayé. Et elle lut l'heure comme on lui avait appris à lire une colonne de chiffres, sans broncher, sans se presser, car un chiffre est un chiffre, qu'on aime ou non ce qu'il dit. 1h58. Elle referma la montre à deux mains, comme on ferme une porte dont on veut se souvenir de la fermeture. Quand le comté aurait fini de parler de ce qui s'était passé ce matin-là dans la cour de Rowan, on ne parlerait pas du temps qu'un duc avait fait attendre une femme, on parlerait de la distance qu'elle avait parcourue sans lui, et du peu de besoin qu'elle semblait avoir de lui pour la rattraper. Le printemps de 1817 était arrivé tôt dans le comté. Les routes s'étaient transformées en boue 2 semaines avant la date prévue. Et c'est dans cette boue, un mardi que personne ne pensa à noter, que les documents de mariage furent rédigés pour la première fois. C'était le mariage d'Eleanor Catherine Marsh, avec Julian Aldrich Vale, duc de Rowan, au bureau de l'avoué de Belfcross. Ce n'était pas un mariage d'amour. Personne n'avait prétendu le contraire, et surtout pas Eleanor. C'était, comme son père le disait de la plupart des arrangements entre familles terriennes et familles endettées, une question de compte à équilibrer. Thomas Marsh avait été l'intendant de Rowan Hall pendant 22 ans, et un bon intendant, le genre d'homme à qui les locataires confiaient leurs dettes et leurs griefs. Parce qu'il notait tout, et n'avait jamais perdu un shilling qui n'était pas à lui. Il avait appris à sa fille à tenir les comptes avant de lui apprendre à danser. Sa théorie, souvent énoncée et sans excuse, était qu'une femme qui savait lire un registre ne se ferait jamais mentir par un homme qui ne le savait pas. « Un registre ne ment pas », lui répétait-il sans cesse, jusqu'à ce que la phrase soit lisse, comme une pièce de monnaie dans son esprit. « Et tu ne devrais pas non plus. » Il y a 6 ans, le vieux duc, le père de Julian, avait renvoyé Thomas Marsh de Rowan Hall. Il l'accusait de détourner les loyers. Une accusation montée en un après-midi sur des preuves que personne ne prit la peine d'examiner de près, car l'accusateur était de la famille, et on croyait la famille comme on ne croyait pas les étrangers. Thomas Marsh était rentré dans sa propre petite propriété, avec sa réputation en ruine et ses comptes. Il jura jusqu'à son dernier hiver qu'ils étaient parfaitement en ordre. Il mourut 2 ans plus tard d'une fièvre pulmonaire que le médecin qualifia d'ordinaire. Mais Eleanor, en privé, l'appelait une chose brisée, qui avait simplement choisi les poumons pour se manifester. Le vieux duc était mort dans les 12 mois qui suivirent, et sur son lit de mort, d'après tous les récits qui lui parvinrent, il avait parlé du nom de Thomas Marsh, avec quelque chose qui n'était pas tout à fait des excuses, mais pas rien non plus. Assez, en tout cas, pour laisser des instructions. Son fils devait honorer une dette d'honneur en épousant la fille de l'intendant déshonoré. Il devait restaurer avec une bague ce qu'une fausse accusation avait pris avec un mot. Julian Vale n'avait jamais remis en question cet arrangement. Il en avait hérité comme il avait hérité du titre, des dettes et du cousin qui gérait les deux. Il l'avait hérité comme un fait du domaine, classé et réglé. Cela ne demandait pas plus de sentiments qu'une borne de délimitation n'en demandait. Il avait rencontré Eleanor exactement 4 fois en 1 an de fiançailles. Il l'avait trouvée à chaque occasion parfaitement calme, parfaitement correcte. Il avait conclu, dans l'arithmétique silencieuse d'un homme élevé à se méfier de tout ce qui ne pouvait être noté dans une colonne, que c'était précisément ce qu'une épouse devait être. Il ne le savait pas, car personne ne le lui avait dit, et il n'avait jamais pensé à demander. Il ignorait que cette femme, sur laquelle il avait si peu d'avis, avait passé l'année à recopier discrètement, de mémoire et à partir d'un carnet privé et usé de son père. Elle y notait chaque anomalie dans les comptes de Rowan Hall, dont elle se souvenait depuis son enfance, passée aux côtés de son père. Elle ne le faisait pas par suspicion envers son fiancé. Elle l'aurait dit, si on le lui avait demandé. C'était parce que l'oisiveté invitait le chagrin, et parce que le nom de son père demandait toujours à être lavé, et parce qu'un registre, contrairement à un homme, finissait toujours par dire la vérité. Le matin de son mariage, elle fut amenée à Rowan Hall, dans la calèche familiale à 9 heures, comme convenu. Elle devait signer l'accord final avant la cérémonie de midi dans la chapelle. On ne la fit pas entrer dans la maison. Un laquais qu'elle ne reconnut pas lui demanda,
avec une révérence d'excuse, d'attendre encore quelques minutes dans la calèche. Sa grâce était occupée par une affaire urgente. Elle attendit. Les minutes devinrent un quart d'heure, puis une demi-heure, puis une heure entière. Les invités arrivaient dans leurs beaux habits et jetaient un œil à la calèche fermée, avec la curiosité particulière des gens qui répètent une histoire qu'ils raconteront pendant des années. Au bout d'une heure et demie, Elena Nena ouvrit elle-même la portière de la calèche. Elle écarta d'un geste la protestation embarrassée du laquais. Elle se dirigea vers la terrasse latérale. Elle voulait simplement demander clairement combien de temps encore on la garderait comme un colis en attente de livraison. C'est là, sous la fenêtre ouverte du bureau, qu'elle entendit la voix de son fiancé et s'arrêta. « Tu n'as pas besoin de l'aimer, Julian, » disait Aldous Vail, de ce ton doux et raisonnable qu'il utilisait pour tout. Ce ton qui faisait ressembler ses cruautés à de l'arithmétique. « Tu dois seulement la gérer, comme je gère les registres. Elle fera l'affaire. Son père tenait un registre bien ordonné, et je parie qu'elle en tient un aussi. Et elle ne t'ennuiera pas avec des sentiments. » Il y eut une pause. Le silence particulier d'un homme à qui l'on a offert une phrase facile et qui décide en temps réel s'il doit la prononcer. Puis la voix de Julian, lasse, plate, finale. « Elle est convenable, c'est tout ce qu'il faut. » Elena Catherine Marsh resta très immobile sous la fenêtre, le temps d'une longue respiration. Elle ne haleta pas, elle ne recula pas si vite que son talon accrocha le gravier. Elle resta là et entendit la phrase atterrir en elle comme une pierre dans un puits. Un petit bruit, puis un très long silence. Un silence durant lequel elle comprit avec une clarté parfaite qu'on venait de l'estimer et de la juger abordable. Elle fit demi-tour et retourna à la calèche sans se presser, car la hâte aurait donné à ce moment plus d'elle-même qu'il ne le méritait. Et parce que son père lui avait appris que la pire chose à offrir à un ennemi, ou dans ce cas, à un homme indifférent derrière une fenêtre, était la preuve que vous saigniez. Elle monta dans la calèche. Elle sortit de nouveau la montre, bien qu'elle connût déjà l'heure. Le rituel calmait ses mains. 1h58. Elle s'accorde silencieusement un compte de 10, une ration fixe, pas plus. C'était la ration qu'elle donnait à son chagrin depuis la semaine de la mort de son père. 10 respirations comptées, et pas une de plus. Et à la 10e respiration, elle referma ce sentiment comme une lettre à laquelle elle n'avait pas l'intention de répondre aujourd'hui. Elle le plaça dans le tiroir verrouillé de son esprit, là où de telles lettres allaient pour être lues plus tard, selon son propre calendrier, quand leur lecture ne lui coûterait rien qu'elle ne pouvait se permettre de dépenser. Puis elle se pencha en avant et frappa 2 fois sur le toit de la calèche. Tam Wicks, qui conduisait la calèche de Rowan depuis 11 ans, et qui avait aimé Thomas Marsh comme un homme aime un employeur qui ne lui a jamais parlé comme à un meuble, fit glisser la petite trappe. Il avait le visage d'un homme attendant des instructions pour l'église. « En route, Tam, » dit Elena Nena. « Pas à la chapelle, à la maison. » Tam Wicks la regarda, juste le temps de comprendre qu'elle était sérieuse. Et pas plus longtemps. « Oui, mademoiselle, » dit-il. Et il y avait dans ces 2 mots quelque chose qui n'était ni tout à fait du triomphe, ni tout à fait du chagrin, mais qui était très proche des deux. Et il ne lui posa pas une seule question pendant les 4 miles du retour à Marsh Farm. Elle s'en souviendrait plus tard, comme de la première gentillesse qu'on lui ait faite ce jour-là. Derrière eux, à Rowan Hall, des invités en beaux habits se tenaient sur le gravier. Ils regardaient une calèche de mariés faire demi-tour sans ralentir et s'éloigner le long de l'avenue. Et dans le bureau, un document de mariage reposait sur le bureau, avec un espace pour une signature qui ne serait pas apposée ce matin-là. Marsh Farm n'était pas grande. 60 acres de bonne terre et 40 de terre médiocre. Une maison en pierre avec un toit qui nécessitait des réparations à 2 endroits. Et un nom qui signifiait encore quelque chose pour les gens qui avaient connu son père. Et bien moins pour ceux qui n'avaient entendu, ces 6 dernières années, que la version de son histoire que les amis d'Aldous Vail préféraient raconter. Elena arriva à la maison, toujours dans sa robe de mariée. Elle l'enleva de ses propres mains plutôt que de sonner pour de l'aide. Elle la suspendit au fond de l'armoire où elle n'aurait pas à la voir. Et elle enfila la simple robe de laine grise qu'elle portait pour les comptes. Madame Ruth Coulter, qui avait tenu la maison de Thomas Marsh pendant 18 ans et était restée ensuite sans salaire qu'Elena Nena put lui verser, la trouva 1 heure plus tard. Elle était à la table de la cuisine avec 3 registres ouverts et un 4e en cours de lignage. « Vous ne pleurez pas, » dit Madame Coulter. Ce n'était pas vraiment une question. « J'avais 10 respirations pour ça, » dit Elena Nena sans lever les yeux.
Je les ai dépensés. Et que se passe-t-il quand 10 respirations ne suffisent pas? Alors, je m'en dois 10 de plus, un autre jour. Elle traça une ligne sous une colonne et regarda la somme, avec la satisfaction neutre d'une femme qui a trouvé quelque chose de vrai, qu'elle l'aime ou non. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un litige de délimitation avec la propriété de Fen que Père n'a jamais fini de régler. Et un fossé de drainage dans le champ Esquis qui s'envase depuis 2 ans parce que personne avec de l'autorité n'a pris la peine de s'en occuper. Et une ferme qui est gérée depuis la mort de Père aussi mal qu'une ferme se gère elle-même. Vous comptez vous y mettre. Je compte travailler, dit Eleanor. Que ça me traverse ou que ça me contourne, je n'ai pas encore décidé. Je pense que je le saurai d'ici la récolte. Elle ne pleura pas cette nuit-là. Pourtant, elle resta longtemps allongée avec la montre à la main, la tournant et la retournant. Elle écoutait son petit tic-tac régulier. Elle le préférait à ce moment-là à toute voix humaine à laquelle elle pouvait penser. Josiah Fenn n'était pas un homme qui faisait confiance facilement, et il avait moins de raison que la plupart des gens. Il avait passé 2 ans dans un lent et pénible conflit avec la propriété Marsh. Un conflit portant sur 11 pieds de haies de délimitation que les 2 fermes revendiquaient, et que les registres d'aucune des 2 fermes, à sa connaissance, ne pouvaient régler. Il vint à Marsh Farm 3 jours après le mariage qui n'avait pas eu lieu. Il s'attendait, dirait-il plus tard, à trouver une jeune fille en deuil, et une excuse pour faire valoir sa revendication pendant qu'elle était trop distraite pour argumenter. Il trouva Eleanor dans le champ à la place. Elle portait des bottes couvertes de boue jusqu'aux chevilles. Elle tenait la vieille chaîne d'arpenteur de son père et un carnet. Et elle ne lui offrit ni thé ni condoléances. Elle lui offrit un chiffre. 11 pieds, dit-elle. C'est ce que vous réclamez, monsieur Fenn. Et je veux savoir d'où vous tenez ce chiffre. Parce que le relevé de mon père de 1809 place la limite à la vieille souche de chêne. Et la souche est à 4 pieds à l'intérieur de ce que vous appelez maintenant la ligne de la haie. Ce qui signifie que soit la haie a bougé, soit l'histoire a changé. Fenn, qui s'attendait à des larmes et obtint de l'arithmétique, prit un moment pour retrouver son équilibre. Les haies poussent, mademoiselle. Les haies poussent en hauteur, admit Eleanor. Elles ne poussent généralement pas latéralement de 4 pieds en 8 ans, sans qu'une bêche ne les y aide. Elle lui tendit le carnet, ouvert sur les chiffres originaux de son père. L'encre était devenue brune avec le temps, mais les chiffres étaient aussi clairs que le jour où ils avaient été écrits. Je ne vous accuse pas, monsieur Fenn. Je vous demande de parcourir le terrain avec moi et de me dire ce que vous voyez. Car je préfère être corrigé par un homme qui connaît cette terre que d'avoir raison par accident. Cela leur prit la meilleure partie de 2 heures, et à la fin, la souche fut trouvée, enfouie sous 8 ans de feuilles mortes, exactement là où Thomas Marsh l'avait marqué. Et Josiah Fenn se tenait là, la regardant, avec l'expression particulière d'un homme révisant en temps réel tout ce qu'il avait supposé sur une famille qu'il pensait comprendre. « Votre père a toujours tenu de bons registres, dit-il finalement. « Oui, dit Eleanor, et j'ai l'intention de continuer. » Régla la délimitation cet après-midi-là par écrit, avec leurs 2 signatures, et elle refusa son offre d'une bouteille de cidre en guise d'excuse. Elle demanda à la place, car une dette remboursée en nature valait plus pour elle qu'une dette remboursée en boisson, qu'il fasse passer le mot parmi les autres fermes. K Marsh Farm payait ses batteurs un salaire journalier équitable pour cette récolte, en pièces, le jour même du travail accompli. Plutôt que le mélange habituel de pièces et de crédits accordés à contre-cœur, comme le pratiquaient encore la plupart des petites exploitations du comté. C'était une petite chose. Elle savait que c'était une petite chose. Mais elle avait appris aux côtés de son père que la réputation se construisait comme un mur, une pierre honnêtement posée à la fois, et qu'une femme avec un mariage annulé et le nom d'un père déshonoré n'avait plus qu'un seul type de capital à dépenser. C'était le fait simple, terne et sans éclat d'avoir raison, encore et encore, devant des témoins. À la fin du mois, 3 autres questions de délimitation et un litige sur un puits partagé avaient été portées à sa porte, au lieu d'être soumis aux magistrats surchargés du comté. Et elle les avait tous réglés avec une chaîne, un carnet, et la patience neutre et calme d'une femme qui n'avait pas tant besoin d'être aimée que d'être crue. Madame Coulter commença à l'appeler, sans ironie apparente, l'arpenteuse, et le surnom se répandit au marché de Belfcross avant l'automne. C'est en examinant le vieux carnet privé de son père, celui qu'il tenait séparé des comptes officiels de Rowan Hall, une habitude qu'elle avait d'abord prise pour de la simple rigueur,
qu'elle trouva la première irrégularité. Une irrégularité qui ne concernait pas du tout ses propres terres. Une colonne de chiffres pour les loyers des locataires perçus l'année précédant le renvoi de son père ne correspondait pas, à quelques 11 livres près, à la somme qu'il avait déclarée au domaine comme reçue. 11 livres n'était pas une fortune. C'était cependant exactement le genre de chiffre qui n'apparaît pas par accident. Et exactement le genre de chiffre que son père aurait signalé plutôt qu'enterré. Ce qui signifiait qu'il le savait, et l'avait probablement dit, et qu'il avait été renvoyé dans la saison pour une accusation qui le blâmait de la chose même que quelqu'un d'autre semblait faire. Elle récopia l'anomalie sur une nouvelle page de son propre carnet et n'en parla à personne. Pas encore. Un chiffre sans témoin n'était qu'un soupçon. Elle avait l'intention, le moment venu, d'avoir les deux. Ce fut une lettre qui l'atteignit en premier, pas un homme. Un mot plié, livré par un laquais de Rowan Hall 3 semaines plus tard, d'une écriture qu'elle reconnut des documents de mariage qu'elle n'avait jamais signés. La lettre demandait, avec une formalité qui ne trompait personne, si Mademoiselle Marsh recevrait sa grâce à Marsh Farm à sa convenance, pour une affaire. Elle la lut 2 fois, la replia le long de ses plis existants et la plaça sous le presse-papier sur le vieux bureau de son père. Elle y resta 4 jours avant qu'elle ne réponde. L'affaire, s'avéra-t-il, n'était pas du tout une affaire. Et Eleanor le comprit dès la première minute où Julian Vale se tint dans son petit salon. Il tenait son chapeau à 2 mains, le tournant par le bord comme un garçon tourne une chose dont il ne sait que faire. « Je suis venu m'excuser, dit-il. Vous êtes venu pour expliquer, dit Eleanor. Ce sont 2 choses différentes, votre grâce. J'ai entendu les 2 sous la fenêtre du bureau, et je connais le son de chacun. Des excuses vous coûtent quelque chose maintenant. Une explication ne vous coûte que la peine de parler. » Il la regarda comme un homme regarde une somme qu'il a additionnée 2 fois et a obtenu un résultat différent à chaque fois. « Alors laissez-moi réessayer. Je vous ai fait attendre 2 heures parce que mon cousin a fabriqué une réclamation urgente contre le domaine ce matin-là. Et j'ai choisi, comme je l'ai fait pendant 6 ans, de le croire avant de prendre la peine de le questionner. Et quand il a dit ce qu'il a dit sur vous à travers cette fenêtre, je ne l'ai pas corrigé. Parce que le corriger aurait signifié admettre à voix haute que je m'étais marié pour une raison dont j'avais honte, et que je n'avais jamais considéré si c'était suffisant pour vous. Et était-ce suffisant pour vous? Non, dit-il, et cela sortit de lui maladroitement, comme le font parfois les vérités quand un homme n'est pas habitué à les dire. Ce n'a jamais été suffisant. Je me suis dit que convenable était plus sûr que l'alternative, parce que l'alternative avait coûté à mon père tout ce qu'il avait. J'avais vu cela se produire depuis l'escalier, quand j'avais 8 ans. Et j'ai décidé, quelque part en regardant, que je ne construirais plus jamais une maison sur un sentiment qui pouvait sortir par la porte d'entrée. Quelque chose bougea dans sa poitrine à ces mots. Pas du pardon, pas encore, mais la reconnaissance particulière d'une blessure qu'elle n'avait pas demandé à voir et qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle ne le laissa pas paraître sur son visage. « Ceci est une explication, votre grâce, » dit-elle. Je n'ai pas encore entendu l'autre moitié. Il resta silencieux un moment, puis il recommença. « Je suis désolé, pas désolé que ce fut gênant, ou désolé que le comté en parle. Désolé d'avoir laissé un homme qui n'a jamais fait une journée de travail honnête près de mes livres me dire ce que vous valiez. Et désolé de l'avoir cru plus vite que je ne vous aurais cru, vous, que j'avais réellement rencontré. »« D'accord, dit Eleanor, et ce n'était pas non plus du pardon. C'était un reçu, rien de plus. Un accusé de réception qu'un paiement avait été effectué et enregistré. Alors voici ce que j'exige. Si vous avez l'intention de revenir, pas ce soir, pas avec plus de mots qui ne vous coûtent rien que vous n'ayez déjà dépensé. Montrez-le-moi avec le temps, devant des gens qui n'ont aucune raison de me mentir sur ce qu'ils ont vu. » Il hocha lentement la tête, comme un homme qui accepte une dette dont il ne peut contester les termes car il les reconnaît justes. Puis, avant de pouvoir y réfléchir, il mit la main dans son manteau et n'en sortit rien. Une main vide, paume vers le haut. « J'avoue que je ne porte pas de montre, dit-il. Je n'en ai jamais eu. On m'a appris que la ponctualité était une vertu de domestique, quelque chose géré par d'autres pour vous. Je commence à comprendre que c'était une erreur. » Eleanor le considéra un long moment. Puis elle sortit la montre de son père de sa poche, celle qui avait compté ses propres 2 heures à la minute près. Elle la posa dans sa paume ouverte, refermant elle-même ses doigts dessus, avant qu'il ne puisse la refuser.
Alors apprenez à la garder, dit-elle. Pas pour moi. Pour chaque heure que vous avez passée à laisser les autres décider de la valeur de votre temps, rapportez-la quand vous aurez mérité le droit de le faire. Et si je ne le mérite pas, alors vous aurez une très belle montre, votre grâce, et plus rien à faire à Marsh Farm. Il partit avec la montre toujours à la main, la tournant une fois entre ses doigts au portail, de la même manière qu'elle l'avait tournée le matin de son mariage. Et Eleanor se tint sur le seuil, regardant la calèche s'éloigner. Elle sentit une petite chaleur inconnue sous le tiroir verrouillé de son esprit. Et elle sentit aussi qu'elle n'avait aucune intention d'ouvrir ce tiroir avant d'y être obligée. Les preuves s'assemblèrent comme la plupart des vérités dans l'expérience d'Elelanena, c'est-à-dire lentement et principalement grâce à l'honnêteté des autres plutôt qu'à sa propre intelligence. Ce fut Madame Coulter, en vidant une vieille malle d'effets de Thomas Marsh qui était restée intacte dans le grenier depuis sa mort, qui trouva le second carnet, relié dans le même cuir de veau simple que le premier, mais étiqueté de la main soignée de son père seulement avec une date, 1804 à 1811. Ce n'était pas un double des registres de loyer officiels du domaine, c'en était une ombre, tenue en parallèle. Chaque somme que Thomas Marsh avait personnellement perçue de chaque locataire des terres de Rowan Hall, contre-vérifiée de sa propre main par rapport à ce que les livres officiels du domaine montraient comme reçus. Ces livres étaient tenus conjointement par lui et par le jeune Aldous Vale, installé comme intendant adjoint cette même année sur ordre d'un duc vieillissant qui voulait qu'un membre de la famille apprenne le métier. Les écarts commencèrent modestement, 2 livres par-ci, 4 par-là. En 1810, il s'était élargi en un schéma trop régulier pour être une erreur. Des sommes qui correspondaient exactement à ce que la propre signature d'Aldous Vale avait enregistré comme dette annulée. Des locataires qui, interrogés discrètement par Eleanor et Fenn, au cours des 2 semaines suivantes, jurèrent avoir payé chaque shilling dû. Et ils avaient les reçus dans plusieurs cas pour le prouver. Ils ne détournaient pas négligemment, dit Elelanena à Madame Coulter un soir. Les 2 carnets étaient ouverts côte à côte sur la table de la cuisine. La lumière des bougies projetait leurs colonnes en un relief noir et net. Ils détournaient avec soin et annulaient la différence en tant que dette de locataire qui n'avait jamais été réellement due. Et quand mon père a remarqué le schéma et l'a dit, il était plus facile d'accuser l'homme qui l'avait remarqué que l'homme qui était coupable. Un registre ne ment pas. Il attend seulement que quelqu'un soit assez patient pour le lire. Elle apporta les carnets à M. Pell, l'avoué de Belfcross. C'était lui qui avait rédigé le contrat d'agence original de son père. Et des années auparavant, il avait assez apprécié Thomas Marsh pour garder pour lui ses doutes privés sur le renvoi, plutôt que de les exprimer sans preuve. Pell était un homme précis et calme qui lut les colonnes 2 fois, posa 11 questions exactes, et dit finalement « Ceci n'est pas une preuve de vol, mademoiselle Marsh, c'est la preuve d'une anomalie. La preuve du vol nécessite un document de sa main qui ne peut être expliqué autrement. Alors j'en trouverai un, dit Elelanena. Elle n'eut pas à chercher loin. Parmi les entrées de dette, une se distinguait par sa taille, 23 livres, annulée pour un locataire nommé Wexley. Fenn confirma en une journée que cet homme était mort en 1809 et n'avait laissé aucune famille pour contester la réclamation en son nom. L'annulation était datée de 8 mois après la mort de l'homme, et elle portait dans la marge une petite signature en boucle qu'Elelanena reconnut instantanément, car elle avait vu Aldous Vale signer le même paraphe sur une douzaine de documents publics depuis. Les dettes d'un homme mort, pardonnées 8 mois après qu'il ne restait plus personne en vie pour les avoir dues, par le seul homme ayant accès à la fois à la collecte et au registre. Elle était encore en train de copier l'entrée cette même semaine, quand la calomnie atteignit Belcross avant elle. Une lettre non signée circula d'abord parmi les commerçants, puis inévitablement jusqu'à la femme du vicaire. Elle affirmait que la fille de Thomas Marsh avait produit de faux papiers dans une tentative désespérée de blanchir un père qui, en fait, était mort en devant au domaine une dette qu'il n'avait jamais remboursée. Elelanena lut la copie que Madame Coulter lui apporta de la vitrine du boulanger, sans aucun changement visible sur son visage. « Ils ont agi vite, » dit Madame Coulter en la regardant. « Ils ont agi exactement comme je m'y attendais, » dit Elelanena. Un homme qui falsifie les dettes d'un locataire décédé n'attend pas patiemment d'être découvert. Il anticipe la découverte. Elle plia la lettre calomnieuse une fois, précisément, et la plaça sous le presse-papier à côté du premier mot de Julien, qu'elle n'avait jamais tout à fait jeté. Le jour du terme est dans 11 jours.
Chaque locataire des terres de Rowan sera dans cette cour pour payer son loyer et entendre la lecture des comptes de l'année. Comme cela s'est toujours fait. J'ai l'intention d'y être aussi. On ne vous a pas invité. Non, admit Eleanor. J'ai l'intention d'y aller quand même. Le jour du terme à Rowan Hall, s'était toujours tenu dans l'ancienne aire de battage derrière les écuries. Les locataires faisaient la queue avec leur boîte de loyer pendant que l'intendant lisait les chiffres de l'année à voix haute depuis les marches du domaine. Un rituel aussi fixe dans le calendrier du comté que la récolte elle-même. Cette année, la cour était plus pleine que d'habitude, car la nouvelle avait voyagé comme les nouvelles voyagent toujours dans un comté, avec plus de curiosité que d'occupation. Et au moment où Eleanor arriva à pied, avec Madame Coulter à ses côtés et les deux carnets dans une simple sacoche en cuir, il y avait des visages au bord de la cour qui n'avaient pas de loyer à payer. Ils n'avaient aucune raison d'être là, si ce n'est de vouloir voir ce qui allait se passer. Aldous Vale se tenait sur les marches dans son bel habit, les registres de loyer à la main. Il ne marqua même pas une pause dans sa lecture quand Eleanor franchit le portail. « Mademoiselle Marsh, dit-il sans lever les yeux, je crains que ceci ne soit une affaire du domaine. C'est exact, dit Eleanor. C'est pourquoi je suis venu. Julian était là aussi, en haut des marches, et elle le vit enregistrer son arrivée comme un homme enregistre un changement de temps. Une petite immobilité, une main qui s'arrêta à mi-chemin de la poche de son manteau. Là où elle devina, sans avoir besoin de vérifier, que la montre de son père vivait maintenant. Il ne la renvoya pas. Cela, nota-t-elle, était en soi une réponse à une question qu'elle n'avait pas posée à voix haute. « Monsieur Val, dit Eleanor, élevant la voix pour porter sur toute la longueur de la cour sans crier, car elle avait appris qu'une voix qui n'a pas besoin de crier écrue plus vite qu'une autre. Je me demande si vous pourriez expliquer une entrée de l'année 1809, une annulation de 23 livres pour un locataire nommé Wexley, pour des dettes que vous enregistrez comme impayées au moment de sa mort. Je ne garde pas 8 ans de registre en tête, mademoiselle Marsh. Moi si, dit Eleanor, et elle sortit le carnet de sa sacoche, l'ouvrant à la page marquée. Parce que mon père tenait un registre privé à côté de l'officiel pendant tout le temps où il a été intendant ici. Et ces chiffres montrent que le compte de Wexley a été réglé en totalité au printemps avant sa mort. Ce qui signifie que les 23 livres que vous avez annulés 8 mois après sa mort n'ont jamais été dus par personne de vivant, et n'ont jamais été perçus de personne du tout. Elles ne sont allées, monsieur Val, précisément nulle part, sauf, je pense, dans un de vos propres comptes. La cour était devenue très silencieuse, le silence particulier d'une foule qui décide en temps réel quelle version des événements elle va croire. La bouche d'Aldis esquissa un sourire qui n'atteignit pas le reste de son visage. Un registre privé tenu par un intendant déshonoré n'est guère une preuve, mademoiselle Marsh. Le sentiment n'est pas une preuve. Non, admittit Eleanor, mais une signature l'est. Elle tourna le carnet pour que la cour puisse voir le paraphe en boucle dans la marge. Puis, elle sortit de la sacoche un second papier, un reçu que Josiah Fenn avait produit 2 jours plus tôt, de son propre coffre-fort. Il montrait un paiement fait à Aldous Vale personnellement, de la même main, pour une dette dont Fenn n'avait en fait jamais connu l'origine. On l'avait seulement informé qu'elle devait être payée discrètement, ou son bail ne serait pas renouvelé. « Je l'ai payé parce qu'on me l'a dit Fenn, s'avançant de la foule, sans qu'on le lui demande. Sa voix était rauque mais stable, et Eleanor n'avait pas prévu cela, ne l'avait pas arrangé, et elle comprit à cet instant que ceci, un homme honnête avouant son propre coup sans y être forcé, valait plus pour l'opinion de la cour que toutes les colonnes qu'elle avait copiées. 2 années de suite, on m'a dit que c'était des dettes laissées par mon père. Je n'ai jamais vu ce chiffre sur aucun registre que M. Val a lu le jour du terme. Je ne l'ai vu que de sa main, en privé, dans son propre bureau. Un deuxième locataire murmura son accord. Un troisième. L'immobilité particulière sur le visage d'Aldis Vale était celle d'un homme regardant un mur qu'il avait construit pierre par pierre avec soin, s'effondrer plus vite qu'il ne pouvait combler les brèches. « Vous n'avez aucune idée de ce dont vous m'accusez, dit-il, et sa voix pour la première fois n'était pas douce. « J'ai une idée très précise, dit Eleanor. Je vous accuse d'avoir pris ce qui n'était pas à vous et d'avoir laissé le nom d'un homme honnête en porter le blâme. Comme vous l'avez laissé porter ce blâme pendant 6 ans, pendant que vous dormiez tranquillement sous ce toit. Je ne demande pas au comté de vous pendre pour cela, monsieur Val. Je lui demande de regarder. Ce fut monsieur Pell,
debout au bord de la cour, avec l'autorité tranquille d'un homme dont le comté faisait réellement confiance à la parole, qui confirma ce qu'Elelanena soupçonnait déjà. La date de l'annulation de Wexley tombait pendant une quinzaine où les propres reçus de voyage d'Aldis Vale, déposés au domaine pour remboursement, le plaçaient à 60 miles de distance, à Bath. Un fait que personne n'avait pris la peine de vérifier jusqu'à ce qu'une femme avec 2 registres et plus rien à perdre ne le lui demande. « Vous avez signé un document, » dit Pell, « dans un comté où vous n'étiez pas, à une date où vous pouvez prouver par vos propres papiers que vous étiez ailleurs. Ce n'est pas du sentiment, Monsieur Vale. C'est un faux. » Quelque chose derrière les yeux d'Aldis Vale s'éteignit alors. L'extinction particulière d'un homme qui comprend d'un coup que la version de lui-même qu'il avait passé une décennie à construire venait d'être lue à voix haute, correctement, devant tous ceux pour qui il l'avait construite. Julian descendit enfin les marches, et la cour se tourna pour le regarder comme elle s'était tournée pour regarder tout le reste ce matin-là. Et Elelanena comprit que ce qu'il dirait ensuite importerait plus à la mémoire du comté de ce jour que tout ce qu'elle avait elle-même produit. « Mon cousin a géré les comptes de ce domaine depuis avant que je ne sache les lire moi-même, » dit Julian. « Et je lui ai fait confiance comme un homme fait confiance à une habitude, sans prendre la peine de demander si l'habitude l'avait méritée. Cette confiance prend fin aujourd'hui. Ce qui lui arrivera ensuite se fera par les voies légales de M. Pell, et non par la colère de cette cour, aussi méritée soit-elle. » Il regarda Eleanor alors, et quelque chose sur son visage n'était pas du tout de la contenance. Mais elle le nota comme elle notait tout, soigneusement et sans commentaire. Pourtant, le père de Mademoiselle Marsh a été renvoyé de ce domaine sur un mensonge qui lui a coûté son nom pendant 6 ans après sa mort. J'ai l'intention de voir ce nom réinscrit dans ses registres comme il aurait toujours dû l'être. De la pitié, dit Aldis amèrement. De la part du garçon qui m'a laissé gérer ses affaires pendant une décennie, sans jamais poser une question difficile. Pas de la pitié pour vous, dit Elelanena avant que Julian ne puisse répondre. La rune ne remplit pas le garde-manger d'un locataire, Monsieur Vale, et un procès coûtera à ce domaine 2 ans de scandale qu'il ne peut se permettre, alors que ces gens ont droit à une récolte équitable. Vous rembourserez ce que les registres montrent comme ayant été pris, en totalité, selon les termes que M. Pell fixera. Et vous le ferez d'où que vous alliez ensuite, car vous ne le ferez pas d'ici. Ce n'est pas du pardon, c'est de l'arithmétique. Et je trouve que je préfère toujours ça à la vengeance. Aldis Vale la regarda un long moment. La femme que sa douce cruauté avait un jour jugée convenable, et rien de plus. Et il ne dit rien du tout. Ce qui était, pensa Elelanena, la première chose honnête qu'elle ait jamais entendue de lui. Julian la retrouva ce soir-là, à Marsh Farm, la poussière du jour du terme encore sur ses bottes. Et cette fois, il ne resta pas à tourner son chapeau par le bord sur le seuil. Il s'assit quand elle lui fit signe, et posa la montre de son père sur la table entre eux, toujours en marche, toujours remonté. « Je l'ai gardé 3 mois, dit-il. Je n'ai pas manqué un seul rendez-vous, bien que j'avoue l'avoir vérifié peut-être 40 fois par jour pendant les 2 premières semaines. Comme un homme vérifie une blessure pour voir si elle guérit. Est-ce le cas? Je ne sais pas encore. Je sais que je veux vous expliquer le reste correctement. Pas la version abrégée que je vous ai donnée dans votre salon. Ma mère est partie quand j'avais 8 ans. Pas morte, partie. Un mardi matin avec 2 mâles et un mot que mon père a brûlé avant que je ne puisse le lire. Et la maisonnée n'a plus jamais parlé d'elle autrement que par le pronom « elle ». Comme si la nommée pouvait la faire revenir, et personne ne voulait prendre ce risque. Mon grand-oncle Edmund m'a élevé pendant la majeure partie des 2 années suivantes. Et sa doctrine particulière, celle qu'Aldis a grandi en récitant comme un catéchisme parce qu'Edmund l'a élevé aussi, était que l'attachement est une entrée de registre que vous ne pouvez pas équilibrer. Aimez quelqu'un et vous lui donnez le pouvoir de laisser un trou dans vos comptes que vous passerez le reste de votre vie à essayer de combler. Marie-toi par utilité, disait-il, et tu ne seras plus jamais tourné en ridicule comme mon père l'a été, en aimant une femme qui pouvait simplement franchir une porte. Et vous l'avez cru. J'ai construit toute ma vie en le croyant, dit Julian. C'était plus facile que l'alternative. J'ai épousé la convenance parce que la convenance, me disais-je, ne pouvait pas partir. Je n'ai pas compris, jusqu'à ce que je vous voie vous éloigner de votre propre mariage sans même élever la voix, qu'une personne qui n'a pas besoin de vous peut partir tout aussi facilement qu'une personne qui en a besoin. La seule différence est de savoir si vous le remarquez à temps pour que ça compte. Il resta silencieux un moment.
Puis il recommença. Les mots venaient plus lentement maintenant, lui coûtant plus. Je suis désolé, Eleanor. Pas le genre de désolé de la fenêtre du bureau qui ne coûte à un homme que du souffle. Le genre qui m'oblige à dire à voix haute que je vous ai estimé comme Aldis, à estimer les dettes d'un homme mort, comme une somme qu'il était pratique d'écrire, sans jamais la regarder correctement. Elelanena resta assise avec cela un long moment, retournant la maxime de son père dans son esprit, comme elle retournait la montre. Un registre ne ment pas, ni, pensa-t-elle, ceci. C'était le compte-rendu le plus complet qu'elle ait eu de lui jusqu'à présent, et un compte-rendu qui, découvrit-elle, valait considérablement plus pour elle que n'importe quel discours. Ceci est l'excuse, dit-elle. Je l'accepte. Maintenant, voici mes conditions. Et je veux que vous les entendiez comme des conditions, pas comme des sentiments, car je trouve que les sentiments voyagent mal, et que les conditions ont tendance à tenir. Il hocha la tête et ne tendit pas la main vers son chapeau, ce qu'elle prit comme un bon signe. « Marche-femme reste à moi, dit-elle. En mon nom propre, quoi qu'il arrive entre nous, tenu séparé de tout accord, car je ne serai plus jamais une femme dont la seule propriété est la bonne opinion de son mari. Les comtes de Rowan Hall porteront 2 signatures à partir de ce jour. La mienne à côté de celle de quiconque vous nommerez d'honnête, à la place d'Aldis. Car j'ai découvert que je fais plus confiance à un document qu'à une promesse. Et je ne vois aucune raison pour que cela change, simplement parce que la promesse est maintenant la vôtre. Et vous ne déciderez plus jamais, dans une pièce fermée, avec la voix d'un autre homme à la place de la mienne pour le corriger, de ce que je vaux. Si vous avez une question sur ma valeur, Julian, vous me l'apporterez. D'accord, dit-il. D'accord, alors, dit Elelanena. Et quelque chose dans la simplicité de l'échange, 2 mots répétés 2 fois, tout le traité, s'installa entre eux, plus fermement que n'importe quel discours qu'ils auraient pu faire. Il laissa la montre sur la table en se levant pour partir. Et quand elle le regarda d'un air interrogateur, il dit seulement « J'aimerais mériter le droit de la porter encore un peu, mais je pensais que vous voudriez savoir que je pouvais la rendre, que je ne la gardais pas parce que je ne le pouvais pas. » Elle ne l'arrêta pas au portail cette fois. Elle se tint sur le seuil et regarda la calèche s'éloigner. Et elle tendit la main, sans vraiment le décider, vers le tiroir verrouillé de son esprit. Et elle découvrit, à sa propre douce surprise, qu'elle s'était laissé ressentir tout cela. Pas 10 respirations comptées, mais tout, sans ration, debout sur son propre seuil, sans personne pour la voir. Ce qui, comprit-elle vaguement, était la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait le dire, qu'elle s'était autorisé un chagrin sans limite. Les semaines qui suivirent ne s'annoncèrent pas comme remarquables, ce qui, en vint à penser Elelanena, était plutôt le but. Il vint les mardis d'abord, puis les mardis et jeudis. Il venait à cheval de Rowan Hall, avec des papiers du domaine sous le bras. Comme si la table de cuisine de Marsh Farm était simplement devenue l'endroit où de tels papiers étaient correctement examinés. Il ne s'assit pas au bout de la table. Il tira une 2e chaise à côté de la sienne, pas en face d'elle, la première fois qu'il vint. Et il ne dit rien sur ce choix. Et elle le remarqua comme elle remarquait tout, le classa sans commentaire, et découvrit 3 visites plus tard que la chaise était simplement restée là, comme si elle avait toujours appartenu. Madame Coulter commença, sans qu'on le lui demande, à mettre 2 tasses quand elle entendait son cheval sur le chemin. Et il prit l'habitude de verser le thé d'Eleanor avant le sien, sans qu'on le lui demande. Ce qu'elle remarqua aussi, et ne commenta pas, car certaines accumulations valaient plus non remarquées que louées. La montre lui revint en octobre, un mardi, posée sur la table entre eux, comme elle l'avait été la première fois. Sauf que lorsqu'elle ouvrit le boîtier cette fois, elle trouva gravé à l'intérieur du couvercle, en petites lettres soignées qui avaient clairement coûté de la patience au bijoutier de Belcross, une ligne qui n'était pas la maxime de son père, et pas tout à fait la sienne non plus. Gardée et digne d'être gardée. Je l'ai fait faire la semaine après le jour du terme, dit Julian. J'ai tardé à la rapporter parce que je voulais être sûr d'avoir mérité le droit. Et j'avoue que je n'en suis toujours pas entièrement sûr. Mais j'ai pensé qu'un homme pouvait continuer à vérifier sa propre arithmétique pour toujours, et ne jamais rendre la somme. Il y eut un faux pas en novembre, qu'elle nomma pour ce qu'il était plutôt que de le laisser passer. Un cottage à la limite avait besoin d'un nouveau toit avant l'hiver, et Julian, l'apprenant du charpentier du domaine un matin où Elelanena était occupée avec ses propres comptes, ordonna simplement la réparation et le paiement. Sans en informer Marsh Farm du tout. Une vieille habitude, décidée seule,
Agir vite. Car agir vite avait été autrefois la seule façon qu'il connaissait de faire. Vous ne m'avez pas demandé, dit Éléanore ce soir-là, pas sèchement, seulement simplement, de la même manière qu'elle nommait chaque anomalie qu'elle trouvait. Il s'arrêta, recommença. Je n'ai pas pensé que c'était une décision qui vous requérait. Cela semblait être une affaire ordinaire du domaine. C'est une affaire ordinaire du domaine, dit Éléanore. C'est exactement pourquoi elle aurait dû passer par nos deux mains. Les grandes blessures sont faciles à remarquer, Julian. Ce sont les décisions ordinaires, prises seules par vieille habitude, qui me disent si quelque chose a vraiment changé. Il resta silencieux un long moment, et cette fois il ne se défendit pas. Vous avez raison. Je vous apporterai la prochaine d'abord, même si cela me coûte une journée que j'aurais pu économiser. Il le fit la semaine suivante, et la semaine d'après. Et au moment où la première neige tomba sur le comté, la ligne à 2 signatures sur les registres de Rowan Hall était devenue, sans qu'aucun d'eux ne le remarque, simplement la façon dont les affaires du domaine étaient menées. Ce fut au coin du feu, un soir de décembre, les registres fermés pour la nuit, et la montre tic-tacant doucement sur la cheminée où elle était venue, par accord tacite, vivre. Que Julian dit, sans cérémonie particulière, la chose qu'elle attendait de l'entendre, méritait le droit de dire. « Je vous choisirai, dit-il. Pas comme une dette d'honneur que mon père m'a laissée, et pas comme la réponse convenable à un arrangement que je n'ai jamais remis en question. Je vous ai choisi, je pense, depuis le matin où vous êtes parti et m'avez laissé debout sur mon propre gravier. Comprenant pour la première fois de ma vie ce qu'il en coûte d'être quitté par quelqu'un qui a finalement décidé que vous ne valiez pas l'attente. Je vous ai choisi chaque mardi depuis, et j'ai l'intention de continuer à vous choisir chaque jour ordinaire qui me reste, si vous permettez que ce choix continue. » Éléanore le considéra un long moment. Le feu entre eux, la montre tic-tacant son petit compte régulier sur la cheminée. Et elle découvrit, en fouillant le tiroir verrouillé de son esprit, qu'il n'y avait plus rien qui avait besoin d'être caché de lui. « Alors j'accepte le choix, dit-elle, aux conditions déjà convenues. Rien de plus n'est dû au-delà de cela. Rien de moins ne fera l'affaire non plus. » 2 ans plus tard, la route de Marsh Farm n'était plus boueuse 2 semaines avant la date prévue, car Julian l'avait fait drainer correctement le premier automne de leur mariage, sur la recommandation d'Elelanena, et avec sa signature à côté de la sienne, sur l'ordre du domaine. La ferme elle-même s'était agrandie pour inclure l'ancienne terre du litige de délimitation avec Fenn, achetée purement et simplement, et elle était devenue, dans le vocabulaire du comté maintenant plutôt que celui de Madame Coulter, simplement l'exploitation modèle. L'endroit où chaque locataire des terres de Rowan était payé en pièces le jour même du travail accompli. Une pratique qui s'était étendue en 2 récoltes à chaque ferme que le nom du duc de Rowan touchait. Une petite école se dressait maintenant au carrefour à l'extérieur de Belcross. Construite avec les fonds de Rowan Hall et le soutien de Marsh Farm. Au-dessus de sa porte, une simple plaque de pierre portait seulement l'inscription « Thomas Marsh, intendant, 1794-1815 ». Aucune épitaphe au-delà du fait de ses années et de son travail. Car Eleanor avait décidé, quand le constructeur avait demandé ce qu'il fallait graver de plus, qu'un homme qui avait passé sa vie à laisser les chiffres parler pour lui ne devrait pas, à la fin, se voir imposer des règles différentes. Aldous Vale écrivait 2 fois par an depuis une situation modeste dans le Nord. Il y avait pris un poste de commis grâce à l'arrangement discret de M. Pell, et un échéancier de dette qui ne serait pas soldé avant 6 autres années. Ses lettres étaient ouvertes, lues pour le versement juin, et répondues de la propre main d'Éléanore, brièvement et sans cruauté. Car elle avait découvert, dans les 2 ans depuis le jour du terme, que la cruauté coûtait plus à porter qu'elle ne valait jamais la peine d'être perçue. La montre ne vivait plus dans la poche de personne. Elle était maintenant suspendue à un petit crochet en laiton à côté de la porte d'entrée de Rowan Hall, où chaque visiteur pouvait la voir. Remontée chaque matin par celui des 2 qui se réveillait le premier. Son couvercle gravé attrapant la lumière du hall comme une chose attrape la lumière quand on lui a enfin permis de rester à découvert, plutôt que d'être caché dans un tiroir contre le chagrin. La maison elle-même, remarquaient les visiteurs, sans trop savoir pourquoi, n'avait plus ce silence particulier de souffle retenu qu'elle avait autrefois. Elle avait commencé, quelque part au cours des 2 dernières années, à simplement respirer. Elle n'avait pas cessé de demander à être vue, parce que quelqu'un avait finalement accédé à sa demande.
Elle avait cessé parce qu'elle s'était rendue, une colonne honnête à la fois, impossible à ne pas voir. Non pas parce qu'un duc l'avait choisie, mais parce qu'elle s'était d'abord choisie elle-même. Sur une cour de gravier boueuse, avec les 2 mots d'un cocher pour réponse et une montre comptant les minutes dans sa main. L'amour, quand il est venu, n'est venu qu'après. Non pas le sauvetage qui répond à l'attente d'une femme, mais le verdict qu'un homme devient enfin apte à rendre. Et cela, une fois mérité, n'était pas une chose qui pourrait jamais plus être laissée en attente à la porte de quiconque.